basculement dans le sud, maintien de l'UNI dans le nord, maintien de l'UCF-LNKS également aux îles Loyauté et enfin la grande gagnante, l'abstention. Voilà ce qu'on peut retenir au lendemain des élections provinciales. Alors regardez ce chiffre maintenant, 66,49. Donc c'est le taux de pourcentage des Calédoniens qui avaient voté hier. C'est un peu moins qu'en 2014 car le taux de participation était de 69%. Un peu moins également par rapport à 2009 parce qu'il était de 71%. Je me retourne vers Claudine Véry, journaliste et correspondante de l'AFP en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspire ce désintérêt des Calédoniens ? Je crois qu'il y a une érosion de la participation. D'abord, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'élections en Calédonie. Il y a eu les législatives, les présidentielles, le référendum. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, du côté indépendantiste, je pense que les électeurs étaient peut-être en attente de plus de renouvellement. Donc, ça en a peut-être dissuadé certains de se rendre aux urnes parce qu'ils voulaient voir arriver des têtes nouvelles, ce qui n'a pas été totalement le cas. Et puis, à droite, je crois que les disputes incessantes entre les deux camps ont aussi sans doute fatigué certains électeurs qui ont préféré ne pas choisir plutôt que de les départager ou de ne pas cautionner les accords qui ne tiennent pas et les conflits qu'il y a sans arrêt entre les différents dirigeants des loyalistes. On s'intéresse aussi aux petits partis comme le MNIS ou Construire Autrement. MNIS qui a fait un score de 1242 voix dans le sud et Construire Autrement qui a fait un score de 1852 voix. On va écouter la troisième de liste, Muneiko Hauchas, suivi de Joël Casarero de Construire Autrement. Il y a eu un manquement au niveau des bulletins, du fait est que, si vous voulez, on a répondu justement à ces... Vous savez, il y a un nombre limite de minimum de bulletins à donner lors de la campagne pour les différentes provinces. Et on est resté à ce chiffre minimum. Et donc, du coup, on n'a pas su rebondir là-dessus. On aurait pu, je pense. Mais en effet, c'est dû à cela. On a donné le nombre minimum et on n'est pas allé au-delà. Quelle est la suite ? Comme je disais tout à l'heure, ces provinciales pour nous, c'était une manière quelque part de se faire connaître à l'échelle du pays. Chose qui est faite, parce que maintenant quand on parle du MNIS, on sait à peu près, on se réfère direct aux personnes, aux membres fondateurs. Et maintenant, pas que aux membres fondateurs, c'est à l'ensemble des personnes qui se sont exprimées en faveur du mouvement néo-indépendantiste souverainiste dans les 3 provinces. Et donc, nous allons parler de structuration du parti, parce que justement, avec ces 2000 personnes qui se sont prononcées, on va justement miser sur cette stratégie de s'intégrer politiquement dans tout le paysage et dans tout le territoire, parce que c'est important ce projet pays, c'est important parce qu'il y a des échéances qui arrivent et on souhaite justement y répondre à ces 2 échéances pour l'année prochaine qui sera marquée par ces 2 échéances. Bien sûr, on espérait plus, mais on est très content. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 mois, on n'existait pas. On a fait la première conférence de presse le 11 mars. Donc en 62 jours, on a réussi à convaincre plus de 1800 personnes pour voter pour nous. Et donc ça veut dire que nos idées, en fait, elles sont là, elles existent et on espère qu'elles vont se diffuser. Alors, on a des grandes ambitions. Maintenant, on a plus de centaines d'adhérents. Il y a une volonté de vouloir poursuivre l'aventure, le mouvement. Et donc là-dessus, on est prêt à continuer à réfléchir, à travailler et surtout aller, bien sûr, préparer les prochaines échéances avec toute l'équipe. Alors, Monsieur Cortot, votre réaction par rapport à la création de ces petits partis ? Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on a là des gens qui ont fait le pas. Donc, même si quelque part idéologiquement certains sont proches du FLNKS, mais il n'empêche qu'ils ont fait le pas parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les partis traditionnels. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, alors même si ce sont des voix perdues, mais de regarder ce que ça représente, cet ensemble de votants qui se sont exprimés au niveau de ces partis, mais qui n'ont pas passé la barre des 5% des inscrits. Et puis,
si vous rajoutez à cela la part de personnes qui s'est abstenue, mais qui donne un sens à l'abstention, moi, j'ai fait ce calcul. J'ai simplement pris 7%. C'est pas beaucoup, hein, parce que quand on regarde un peu le résultat, 60%, 64%, 65%, j'ai pris à peu près 7% pour arriver à un taux 72, 73%. Et quand vous prenez simplement ces 7% d'abstention qui veulent dire quelque chose et que vous les rajoutez à toutes ces voix perdues, vous arrivez presque à 30 000 voix. Ce qui veut donc dire que vous avez entre 32 et 35% donc, d'électeurs qui, quelque part, ne se reconnaissent pas dans les partis et les programmes qui sont là. Donc c'est énorme, mais c'est une analyse qu'il faut prendre en compte. Dernière question, toujours par rapport à ce gouvernement. Est-ce qu'on pourrait imaginer un bloc Calédonie Ensemble, indépendantiste et éveillé océanien, pour finalement vous faire barrage au gouvernement ? Vous savez, en politique, tout est possible. Mais la chute de Calédonie Ensemble du pouvoir est quand même en partie due, et je pense que c'est aussi leur analyse, à leur absence de clarté sur la question institutionnelle. Je pense que quand on diminue son nombre de voix par 2 en une mandature, il faut se poser la question. Et je ne crois pas que les électeurs qui restent à Calédonie Ensemble, que je crois, eux, profondément pour le maintien de la Calédonie en France, je ne crois pas que ces électeurs comprendraient qu'on mette à la tête du gouvernement ou à la tête du Congrès des indépendantistes dans une période aussi cruciale que celle de la préparation du 2e référendum. Donc je pense que, et on verra dans les prochains jours, mais je pense que Calédonie Ensemble est conscient des enjeux, et je pense que en termes de recherche de confiance et de stabilité, un message de ce type ne serait certainement pas compris par les électeurs et serait très inquiétant et constituerait sans doute un risque important de retour à une perte de confiance, donc à une instabilité, donc au maintien de la crise économique. On va revoir la composition du Congrès. Hubert Géraud à Nouméa, alors pensez-vous que les actions, les promesses pour protéger notre environnement auront la chance d'aboutir en voyant l'échiquier politique en place pour les 5 ans à venir ? Quand je vois cette composition, moi je ne vois pas de blocs qui s'affrontent. Je vois 54 élus du Congrès qui ont la responsabilité de mener et d'accélérer la transition écologique de la Nouvelle-Calédonie. C'est leur responsabilité, ils ont leur part du travail à faire, et les questions de transition écologique ne doivent pas être instrumentalisées dans des guerres partisanes. Et donc il n'y a pas de drapeau. C'est le drapeau de la planète, et la Calédonie est une planète dans la planète. Alors une réaction, Amandine Darès, par rapport à ce que vient de dire M. Géraud ? Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord, parce que l'environnement et l'intégration sociale des populations est à placer au-dessus de tout. Et c'est peut-être sur ces problématiques qu'on pourra se fédérer et se retrouver. J'aimerais maintenant, Philippe Gomez, que l'on s'intéresse à l'actualité du jour, puisque aujourd'hui, les auditions concernant les suspicions d'emploi fictif ont eu lieu à la gendarmerie. Donc, pour rappel, c'est une affaire qui avait déjà donné lieu en décembre dernier à une perquisition dans les locaux de Calédonie Ensemble. L'affaire concerne une vingtaine de personnes employées comme collaborateurs d'élus de la province sud et du Congrès, mais qui auraient travaillé au bénéfice du parti lors des législatives 2017. Je rappelle que l'affaire est entre les mains du juge d'instruction, qu'elle est en cours. La question que j'ai envie de vous soumettre, Monsieur Philippe Gomez, est-ce que cette affaire a porté atteinte à votre campagne ? C'est sûr que ça aide pas. Quand vous avez des perquisitions et des auditions pendant une campagne électorale, c'est sûr que c'est pas fait pour améliorer votre score. Mais bon, c'est un fait. Maintenant, vous savez, c'est systématique. À chaque campagne électorale, il y a un certain nombre d'adversaires politiques qui vont voir le procureur, qui vont voir des juges, etc., pour essayer d'instrumentaliser des dossiers contre l'adversaire politique, c'est-à-dire essayer de gagner sur le terrain judiciaire ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils risquent de perdre sur le terrain démocratique. Ça a été le cas à l'occasion de la présidentielle en France, et c'est désormais systématiquement le cas. Donc je crois qu'il faut s'habituer. Il n'y aura plus de campagne électorale, je dirais, normale, entre guillemets. Il y aura désormais systématiquement des campagnes électorales où des auditions, perquisitions
et autres actions de nature judiciaire seront engagées. Pour certains, c'est une nouvelle façon de faire de la politique, c'est comment on instrumentalise la justice pour qu'elle pénalise un adversaire politique à l'occasion de la campagne électorale. C'est un fait, c'est comme ça, on fait avec, et on n'a pas d'autre choix de toute façon que de faire avec. L'actualité, Jean-Pierre Diayo, c'est aussi les tractations, les négociations et le marchandage des sièges dans les institutions locales. On l'a vu durant cette première partie avec Élise Ouachitine. Les tractations, notamment au niveau du Congrès. Je vous propose de regarder encore une fois ce communiqué qui a été publié par l'Avenir en Confiance sur sa page Facebook. Je vais vous citer quelques passages. Nous avons fait le choix de tendre la main aux autres partis politiques. Nous avons fait des propositions à Calédonie Ensemble. Il est démocratiquement juste que nous assurions la présidence de la province sud et du gouvernement afin d'instaurer une politique. Néanmoins, plus loin dans ce communiqué, bien que Philippe Gomez ait été lourdement sanctionné, nous leur avons proposé de prendre la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. Philippe Gomez a malheureusement balayé cette offre généreuse et responsable. On va tenter ce soir de porter la voix des électeurs. Alors, Jean-Pierre Diayo, que doivent-ils comprendre lorsqu'ils voient que les partis marchandent sur les postes clés des institutions? Eh bien, c'est monnaie courante chez les loyalistes. Dans ce pays, depuis toujours, ils se sont toujours arrangés avant et après les élections pour se partager les postes de responsabilité dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie, au Congrès, au gouvernement, à la province sud. Ça a toujours été le cas. Et ils se sont toujours essayé de s'arranger dans une alliance qui le met en place. Et le constat que l'on a fait depuis toutes ces dernières années, c'est que cet attelage d'opportunités n'a jamais tenu longtemps. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, il faut que les élus, les responsables puissent être justes envers les électeurs. Est-ce que ça vous révolte justement ces pratiques? Eh bien, nous, on n'a pas l'habitude de cela. On dit que c'est celui qui arrive en tête des élections qui doit, parce que c'est la volonté démocratique des citoyens d'une province, de faire en sorte à ce que celui qui est sorti en tête des élections puisse être à la présidence de toutes les institutions, justement? De toutes les institutions. Le résultat Ensuite, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'émanation donc des alliances. De l'ensemble des élus venant des provinces. Alors, je me retourne vers Alcide Ponga. Vous faites partie du Rassemblement Les Républicains. Que vous inspire ce communiqué? Écoutez, je pense que les résultats des urnes, aussi bien sur la province nord que sur la province sud, ont été assez clairs pour tout le monde et que le groupe de Mme Bakès, qui est l'Avenir en Confiance, qui fait cette tractation-là avec M. Gomez, se positionne conformément aux résultats qui ont été donnés par les électeurs. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrête les questions de marchandage et tout et qu'on respecte le résultat des urnes. Et le résultat des urnes est assez clair. Calédonie Ensemble a perdu, que ce soit dans le nord et dans le sud. Donc il faut discuter, mais pas trop longtemps, quoi. Il faut trouver un accord pour respecter ce que les électeurs nous ont